Alors, je vais simplement, pour ouvrir ce colloque, donner quelques idées sur les buts que nous avons poursuivis dans cette recherche depuis plusieurs années et sur l'idée de ce colloque et, je l'espère, l'originalité de ce colloque parmi l'ensemble des études qui prolifèrent depuis une bonne trentaine d'années sur la comparaison des différentes cours européennes. Le renom de Versailles attire les visiteurs étrangers. Le renom de Versailles attire les visiteurs venant de toute l'Europe dès le XVIIe siècle et évidemment pendant tout le XVIIIe, mais aussi encore au XIXe siècle. Ces visiteurs qui viennent visiter Versailles sont intéressés par le Versailles royal tant que ce Versailles royal existe et vit, c'est-à-dire jusqu'aux journées d'octobre 1789, mais les visiteurs qui affluent à Versailles ne désertent pas le château au moment où la monarchie, elle, l'a déserté. À travers tout le XIXe siècle, on constate encore l'arrivée assez nombreuse de visiteurs qui viennent voir dans Versailles ce qu'étaient les souvenirs de la monarchie, retrouver l'image d'une gloire passée ou au contraire l'image d'un règne dont ils ont pu souffrir, tout dépend de la nationalité des visiteurs. Ce souvenir du Versailles royal dure jusqu'au moment, ce souvenir, je vais dire la rencontre avec ce Versailles royal, dure jusqu'au moment où il disparaît à partir des travaux de Louis-Philippe, c'est-à-dire au moment de l'inauguration en 1837. Ça ne veut pas dire que les visiteurs s'abstiennent, au contraire, la curiosité redouble pour voir ce que la monarchie et maintenant la nation peut faire du château des rois. Et nous avons donc sur un laps de temps assez long, disons jusque vers le milieu, voire fin du XIXe siècle, un afflux de visiteurs étrangers en quête d'un Versailles, on peut dire, disparu, et peut-être d'un Versailles en renouveau avec l'époque Louis-Philippe. Mais je pense qu'il y a une rupture dans l'afflux des visiteurs à Versailles avec l'ère touristique qui s'ouvre véritablement dans la deuxième moitié du XIXe siècle et évidemment au XXe et de nos jours. Les visiteurs de Versailles que nous avons choisi d'interroger ne sont pas les foules. Aujourd'hui, la foule est un peu plus calme, mais en général, Versailles est visité par une horde venue du monde entier qui ne vient pas spécialement chercher des souvenirs de la monarchie, mais qui vient pour voir un des plus beaux palais, voire le plus beau palais du monde, comme on se plaît à le leur répéter. Nous nous intéresserons donc à ces visiteurs de Versailles qui étaient intéressés par l'ancienne cour, l'ancienne monarchie, lorsqu'elle existait ou lorsqu'elle a disparu et qu'on a recherché les souvenirs. Nous avons organisé, il y a peu de temps, une belle exposition sur les visiteurs de Versailles où nous avons vu défiler toutes sortes de personnages, des chefs d'État, comme le tsar de Russie, jusqu'aux simples visiteurs, des visiteurs venus effectivement du monde entier, puisqu'on a pu compter en plus des Européens, des Américains qui sont venus aussi de plus en plus intéressés par ce lieu où l'indépendance américaine avait trouvé en partie naissance, ou du moins des défenseurs. Ces visiteurs de Versailles que nous avons accompagnés dans cette exposition il y a quelques années, nous avons essayé de savoir au centre de recherche quel souvenir de Versailles pouvait bien demeurer de leur visite. Quel Versailles imaginaire, disons, s'était construit dans leur tête. Pour le dire, quel mythe de Versailles s'était développé alors, en prenant mythe dans le sens fort, c'est-à-dire la construction à partir d'une réalité, la construction d'un univers qui était proche de la réalité et souvent fantasmé, c'est-à-dire c'est ce Versailles
non pas Versailles de papier, mais Versailles personnel, Versailles intérieur de ces visiteurs qui nous a intéressés. On a essayé de recenser, et vous verrez très bientôt ce que nos collègues ont réussi à déchiffrer en tant que mémoire et en tant que trace de ces visites, toutes sortes de choses, des récits intimes, des récits personnels, des récits qui n'étaient pas destinés à être publiés, ou bien au contraire, des récits destinés à un vaste public. Ce Versailles imaginaire, ce mythe de Versailles qui a été créé, n'avait jusqu'à présent pas tellement été étudié. Il y a eu quelques années un colloque donnant naissance à un ouvrage sur la littérature sur Versailles. Versailles dans la littérature, Versailles dans les écrits. Mais nous avons essayé, et Flavie Leroux va vous le montrer, on a essayé de traquer jusqu'au plus près des impressions personnelles des visiteurs et ce mythe de Versailles qui s'est peu à peu construit au fur et à mesure des visites des étrangers en France. Ce mythe de Versailles est celui que les visiteurs européens se sont créés. Nous n'avons pas interrogé les visiteurs français. C'est les visiteurs venant du restant du monde, essentiellement européens bien sûr, qui nous ont intéressés. On a donc, et c'est la première partie de ce colloque, on a donc travaillé sur la fabrication de ce mythe. Quels ont été les agents de ce mythe? À quelle époque sont-ils venus? Qu'est-ce qu'ils ont visité? Comment ce mythe s'est diffusé par l'écrit, on verra même par exemple les vues imagées de Versailles qui se sont répandues à travers l'Europe. Donc la fabrication de ce mythe. Ensuite, deuxième partie de ce colloque et deuxième partie de nos travaux, en fait, le travail de ce mythe de Versailles n'a pas seulement eu des efflorescences pour la délectation personnelle des visiteurs, mais ces visiteurs ont essayé, ou du moins ont influé, ont œuvré à ce que ce mythe puisse s'intégrer, puisse se manifester aussi chez eux. Je ne parlerai pas ici des influences de Versailles. C'est un sujet très à la mode que de comparer depuis une bonne trentaine d'années les différentes demeures et les différentes cours. Mais ces influences telles que les historiens les ont traquées et les ont élaborées sont un peu un regard savant, un regard extérieur, qui n'est pas faux, certes, mais ce qui nous a intéressé, c'est le vécu des gens qui ont visité Versailles et comment ils ont suggéré, travaillé à ce que ce mythe puisse prendre consistance chez eux. Et vous verrez, nous, dans la deuxième partie de ce colloque, ce qui nous a beaucoup intéressé, c'est toutes les formes où le mythe peut travailler. Le mythe peut travailler soit qu'il y ait eu un accueil favorable à ce que les visiteurs avaient pu voir, que ce soit l'art des jardins, que ce soit le mobilier, et que ce soit la sociabilité de Versailles, voire même le mode de gouvernement français. Mais il n'y a pas eu de transfert direct, il y a eu même parfois discussion, résistance, réticence, voire refus. Donc c'est ce fonctionnement du mythe qui nous a intéressés, plus que des influences de Versailles. Nous parlerons ici des héritages que Versailles a pu avoir, venant non pas forcément des spécialistes de l'architecture ou de spécialistes du gouvernement, etc. Non, mais qu'est-ce qui, dans les pays comme la Pologne, ou dans des pays comme les cours germaniques, ou dans des pays comme la cour anglaise, comme l'Angleterre, qu'est-ce qui est resté de cette impression que les gens ont eue de Versailles? Et vous verrez, la deuxième partie de ce colloque ne sera pas du tout, comme on en a eu beaucoup jusqu'à présent, des comparaisons point par point, circulation à l'intérieur, organisation des appartements, etc. Non, ça sera plutôt une sorte de bouquet
d'influence, puisque nous parlerons aussi bien de la distribution des appartements que du vêtement, voire même que des boutons que l'on pouvait porter sur les vêtements de cour. On verra comment ce mythe de Versailles, héritage de la vision des étrangers à Versailles, a pu travailler dans les différentes cours européennes. J'ajoute que ce travail de Versailles s'est prolongé longtemps. Il s'est prolongé tant qu'a pu durer une Europe des cours. Et bien entendu, l'âge d'or des cours, si l'on peut dire, a été en fait le 19e siècle. C'est pas parce que la cour de France à Versailles disparaît à la fin du XVIIIe siècle. D'abord, la cour de France se maintient à travers tout le XVIIIe siècle, on ne peut pas tout, mais presque jusqu'à la fin du Second Empire. Mais hors de France, partout en Europe, le XIXe siècle est l'époque des cours, d'autant plus qu'apparaissent au cours du XIXe siècle des États nouveaux qui tous prennent une forme monarchique, laquelle forme monarchique va durer parfois jusqu'au début du XXe siècle. Donc, c'est dans le cadre de cette Europe des cours européenne au sens large, géographiquement et chronologiquement. C'est dans le cadre de cette Europe des cours que nous allons donner quelques coups de projecteur sur ce ressenti que les visiteurs de Versailles du XVIIIe et du XIXe siècle ont pu traduire, si vous voulez. L'originalité, je l'espère, de ce colloque va tenir à cela, une sorte de Versailles ressenti de l'intérieur, non pas un Versailles scruté par les historiens pour point par point voir quelle a été l'influence, le rejet ou les manifestations de Versailles en Europe, non, mais une espèce de Versailles de vécu de l'intérieur, disons, et avec des traductions dans les différentes cours européennes, sortant, disons, de ce ressenti personnel que les visiteurs si nombreux venus à Versailles avaient pu retirer de notre monarchie lorsqu'elle était vivante ou lorsqu'elle n'était plus qu'un souvenir, objet de nostalgie, voire objet de réprobation. Bon, je crois que le temps est venu maintenant de passer à des choses concrètes et je vous souhaite un bon colloque.